Bienvenue à toutes et à tous donc pour ce webinaire que nous allons consacrer donc à l'EA Act. On est ravis de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui pour échanger autour de ce sujet qui est bien sûr brûlant, qui va impacter de nombreux secteurs dans les mois et années à venir. Alors le fait que vous soyez aussi nombreux, on attend plusieurs centaines de personnes, à vrai dire, 400 personnes se sont inscrites. Donc le fait que vous soyez si nombreux témoigne vraiment de combien l'intelligence artificielle est au cœur de notre quotidien. Et avec elle, bien évidemment, une nouvelle réglementation pour sécuriser tout cela de manière éthique et réglementée. Donc, on va plonger ensemble pendant une heure dans les enjeux juridiques de l'EIA Act, donc ce règlement européen qui cherche à encadrer l'intelligence artificielle, à protéger les utilisateurs. Et donc, pour décrypter ces thématiques complexes et vous apporter des pistes concrètes, nous avons l'immense plaisir d'accueillir deux experts de premier plan. Donc, merci à vous, Anne-Sophie Créta, d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Donc, Anne-Sophie, vous êtes avocate associée en droit des contrats et des nouvelles technologies au cabinet TGS France Avocat. Et vous nous partagerez votre expertise en matière de conformité juridique et de protection des données, avec un accent particulier sur le RGPD et les problématiques liées à l'e-réputation. Merci à vous d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Et puis nous Merci. accueillons également Mathias Robert. Merci aussi Mathias d'être avec nous ce soir. Mathias, vous êtes associé et conseiller en propriété industrielle chez Placero IP, spécialisé en intelligence artificielle et en mécatronique. Vous accompagnez depuis de nombreuses années les entreprises dans la protection de leurs innovations et le développement de stratégies de propriété intellectuelle adaptées aux nouvelles technologies, dont l'IA. Donc merci aussi Mathias d'être avec nous ce soir. Merci à vous, Anne. Merci. Et puis, ravi en tout cas d'avoir avec vous, Mathias et Anne-Sophie, préparé ce webinaire. Et donc, pour finir la présentation, pour tirer le meilleur parti de cette session, je vous invite à poser des questions soit dans le chat, soit dans le module questions-réponses. On tentera d'y répondre tout au long de ce webinaire. Donc, Mathias, maintenant, je vous laisse la parole pour commencer et pour nous expliquer finalement dans quel contexte concrètement se situe l'EIA Act. Donc, c'est à vous, Mathias. Alors, je me permets juste, Mathias, avant que tu puisses nous présenter en effet le sujet de l'IA et la partie technique de l'IA. Juste avant, on va reparler un petit peu, pour situer l'IA Act, de ce contexte dans lequel ce règlement s'inscrit. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que l'IA Act, donc règlement sur l'intelligence artificielle, mais on reprend ici l'acronyme en anglais. Ce texte, en fait, déjà, il a mis beaucoup de temps à être adopté. Euh, il a aussi été beaucoup modifié à son stade de projet pour tenir compte de l'essor de ChatGPT. Donc, il y a eu beaucoup de modifications sur la base du premier projet. En tout cas, c'est un sujet qui inquiète au niveau de l'Union européenne et en même temps que l'Union européenne souhaitait vraiment encadrer dans un but de favoriser l'innovation et de ne pas être un frein à l'innovation. Donc, on a vraiment ce paradoxe dans ce texte entre d'une part une volonté de favoriser l'innovation et puis d'autre part, pardon, l'idée de pouvoir sécuriser les citoyens et les données. Alors, ce texte, il s'inscrit dans un cadre global qu'on appelle le paquet numérique de l'Union européenne, avec des textes dont vous avez entendu parler, qui sont le DSA, le DMA, le Data Governance Act, le Data Act. Et donc, on voit depuis plusieurs années à la fois l'ouverture des données pour pouvoir s'en resservir dans le cadre de l'intelligence artificielle et à la fois une sécurisation de ces données. Donc, tous ces textes, ils se lisent ensemble. Si on se concentre sur l'AIA Act en lui-même, c'est un texte assez important en termes de taille. On a plus de 180 considérants, on a plus de 113 articles, on a 13 annexes. Il a un champ d'application, on va le voir, qui est très large. Il s'inscrit également plus spécifiquement dans ce qu'on appelle le pack IA. Le pack IA, en fait, c'est une combinaison de ce règlement qui a donc été adopté cet été, le règlement 2024-1689, plus deux propositions directives. Une première proposition directive, on y reviendra en fin de ce webinaire, sur la responsabilité du fait des produits défectueux. On a modifié la directive initiale de 85 pour y intégrer l'IA. On attend l'adoption définitive de cette directive qui fera l'objet donc d'une transposition. Mais en tout cas, il y a ce deuxième texte qui est en attente. Et un troisième texte qu'on appelle la proposition de directive AILD, pour l'acronyme anglais également, qui vise, lui, de manière plus globale, la responsabilité extra-contractuelle. Donc, en fait, tous ces textes doivent se lire ensemble
pour vraiment avoir une vision complète et exhaustive de la réglementation en matière d'IA. Même si ces directives ne sont pas encore adoptées, on ne peut que vous recommander d'en prendre connaissance dès maintenant pour voir comment ça peut impacter vos organisations. Voilà. Et après cette petite introduction sur le contexte de ce règlement, Mathias, je te laisse la main pour nous présenter plus en détail les aspects techniques de l'intelligence artificielle. Avec plaisir. Merci Anne-Sophie. Donc effectivement, moi je suis chargé de présenter un petit peu la partie technique de l'IA. Merci Anne-Sophie. Déjà une première définition de l'IA qui nous a été donnée par Yann Lequin. Alors vous le connaissez un peu tous sans doute, c'est une des rockstars de l'IA, on va dire, qui a eu le prix Turing notamment avec d'autres. Et qui définit l'intelligence artificielle comme un ensemble de techniques, donc de techniques informatiques, de techniques mathématiques, qui permettent à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes qui sont normalement réservés aux êtres humains et à certains animaux. Donc l'idée de l'IA, c'est pas tellement de fonctionner à l'identique d'un cerveau humain, mais c'est plutôt d'agir à la manière d'un humain, de mimer en quelque sorte le comportement humain sur certaines tâches. Si tu peux me mettre la slide suivante, merci Anne-Sophie. On retrouve généralement trois grandes catégories. Il y a la catégorie tout à gauche qui est l'intelligence artificielle dite étroite, ou ANI pour l'acronyme anglais, qui concentre plutôt les modèles qui sont capables de répondre à des tâches très spécifiques. Par exemple, à détecter des piétons sur une image, par exemple, commander un robot en fonction de la position d'une pièce, par exemple, générer du texte à partir d'un prompt. Ce sont des tâches qui sont relativement spécifiques parce qu'elles ne sont pas étendues à toutes les activités, on va dire, que peut réaliser un humain. Et c'est le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. On aimerait bien et on nous vend en quelque sorte, souvent on nous fait rêver en nous appâtant avec l'intelligence artificielle générale, en nous disant que bah, d'ici quelques années, on devrait y être bientôt. Alors moi, je n'ai pas le pouvoir de voir dans l'avenir, mais certains spécialistes s'accordent à dire que ça pourrait être raisonnable dans les années 2030, pourquoi pas. L'idée de l'intelligence artificielle générale, AGI, c'est de se comporter vraiment à la manière d'un humain sur toutes les tâches, ou alors quasiment toutes les tâches. Et à côté de ça, il y a encore l'ASI, donc la super intelligence. Là, on est en quelque sorte dans l'ordinateur qui dépasse largement l'intelligence humaine et qui surpasserait les humains, quelque chose qui serait plutôt du domaine de la science-fiction. Alors, est-ce qu'on y arrivera un jour ou pas? Je n'en sais rien. Pour l'instant, les gens se concentrent effectivement beaucoup sur l'AGI. Plus, oui, Anne-Sophie, si tu veux bien. Donc, dans les modèles, la slide juste d'avant, dans les modèles, ouais, dans les modèles actuels, on retrouve trois grandes catégories d'apprentissage. Ce sont les modèles qui font de l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire que on a un prof qui sont d'autres humains, par exemple, qui vont étiqueter, labelliser des données et on va apprendre à partir de données qui sont déjà étiquetées, dont on connaît déjà la réponse. Ça, c'est l'apprentissage supervisé. À côté de ça, lorsqu'on n'a pas les réponses, ce qui arrive parfois, eh ben, on peut quand même utiliser des techniques qui sont dites d'apprentissage non supervisé, où on va apprendre toujours à partir de données, mais à partir de données qui ne sont pas étiquetées. L'idée de ce genre d'apprentissage-là, c'est de pouvoir trouver des patterns cachés à l'intérieur de ces données-là. Et la troisième catégorie qu'on voit aussi souvent, c'est l'apprentissage par renforcement. L'idée ici, c'est qu'on n'a pas de données, mais par contre, on a un environnement avec lequel on va pouvoir interagir. Et on va, dans la slide d'après, commencer par vous présenter rapidement l'apprentissage supervisé. Donc l'apprentissage supervisé, voici un exemple. Ici, on a des données qui sont des images, on va dire, de la peau, des images histopathologiques, où on cherche à détecter, par exemple, est-ce qu'il y aurait des cancers de la peau, ou est-ce qu'on voit des cellules qui sont anormales, ou au contraire, est-ce qu'on voit des cellules qui sont normales. Donc à gauche, on retrouve l'ensemble des données d'apprentissage.
où on a des humains. Alors, ce n'est pas n'importe quel type d'humain qui peut labelliser, qui peut étiqueter ce genre de données-là. Ce sont des médecins ou des histopathologistes qui vont pouvoir dire à l'œil si ces données leur paraissent normales ou anormales. Et on va donner ça à la machine, à un modèle qui, à partir de ces données qui sont déjà labellisées, dont on connaît déjà la réponse, on va pouvoir entraîner le modèle et pendant une phase qui est dite d'entraînement. C'est là ce qu'on voit sur la flèche verte. Et une fois que ce modèle est entraîné, on va pouvoir l'utiliser tel quel, c'est-à-dire on va le figer et on va le mettre en production. On va faire ce qu'on appelle l'inférence et on va lui donner de nouvelles données. C'est la petite image qu'on voit tout en haut avec le point d'interrogation. On va lui donner de nouvelles données, donc de nouvelles images, à charge pour lui de répondre sur est-ce que ça fait partie de la classe des images normales ou au contraire, est-ce que ça fait partie de la classe des images anormales. Et là, on voit que le modèle nous répond, il y a 75% de chances que ce soit anormal et 25% de chances que ce soit normal. Donc, on peut supposer plutôt que cette image représente quelque chose, une situation anormale, avec des cellules qui sont plutôt anormales. Voilà. Donc, c'est ça l'apprentissage supervisé, ça fonctionne de cette manière-là. À côté de l'apprentissage supervisé, on a vu, il y a l'apprentissage non supervisé. Donc là, on a un ensemble de points et on va dire, par exemple, à la machine, il y a d'autres types d'apprentissage non supervisé, mais l'un des plus classiques, c'est typiquement les algorithmes de regroupement ou de clustering qu'on voit ici. Et c'est de dire, j'ai un ensemble de points et j'aimerais bien faire trois groupes. Et est-ce que, donc on demande à la machine, est-ce que tu peux me faire trois groupes à partir de ça? Alors, ça nous sert à quoi? Ça peut servir, par exemple, si vous avez des clients, une base de données de clients, et que vous cherchez à faire trois grands groupes pour pouvoir faire, par exemple, des campagnes d'emailing qui seraient ciblées. Et ben, ça vous permet de faire des groupes. Donc, vous avez le groupe des bleus, le groupe des verts et le groupe des rouges qu'on retrouve ici sur la figure de droite. Ces méthodes d'apprentissage sont aussi utilisées dans les systèmes de recommandation. Donc, à chaque fois qu'on vous recommande un nouvel achat sur Amazon ou un nouveau film sur Netflix, par exemple, se cachent potentiellement derrière des apprentissages de ce type-là, des modèles qui utilisent ces techniques-là. Voilà. Donc, des choses qu'on peut, là encore, voir de façon assez régulière dans la vraie vie. Et enfin, le dernier, donc l'apprentissage par renforcement. On a vu tout à l'heure que ce n'est pas quelque chose sur lequel on a des données, mais on a un environnement avec lequel un agent va pouvoir interagir. Donc sur l'exemple d'ici, on va apprendre à un agent qui est Super Mario à jouer de façon autonome dans un monde dans lequel il va devoir évoluer. Donc le monde, la map, c'est l'image qu'on voit en bas, ce serait notre environnement. Et à ce Super Mario-là, on va pouvoir lui appliquer certaines actions. Donc, pour ceux qui ont déjà joué, j'imagine la grande majorité d'entre vous, vous savez que les actions, c'est avancer, reculer, sauter ou éventuellement s'accroupir. Voilà. J'ai omis volontairement le fait de tirer les carapaces. Voilà. En fonction des interactions qu'il va avoir, il va pouvoir recevoir des récompenses positives qui vont être le fait de récupérer des petites pièces en or ou alors le fait d'aller plus loin, tout simplement, c'est quelque chose de positif parce que votre objectif, c'est d'arriver au bout du monde. Ou alors le fait de grandir, parce que Super Mario, il peut aussi grandir et c'est en rattrapant des champignons, par exemple. Et ça va être vu comme une récompense positive. À l'inverse, vous pouvez aussi avoir des récompenses négatives, comme le fait de toucher un ennemi, par exemple, ou le fait de tomber dans un trou, et donc de mourir, c'est quelque chose qui est vu négativement. Et l'objectif pour la machine, c'est de favoriser les comportements qui donne des rewards, des récompenses positives, de façon à pouvoir jouer de façon autonome à l'intérieur du jeu. Voilà. Et donc, ces apprentissages par renforcement, on va les retrouver dans plein de domaines. Il n'y a pas que l'apprentissage automatique sur les jeux, mais il y a aussi les véhicules autonomes, par exemple, qui doivent circuler dans un environnement, la robotique qui utilise ça aussi. Donc, on retrouve ça là encore dans pas mal de use cases dans la vraie vie. Ouais. Donc les applications, elles sont diverses, on le voit tous les jours. Maintenant, on a l'habitude de voir de l'IA à peu près partout, mais on va le rappeler quand même. Le domaine de la santé, d'abord. C'est vrai qu'on voit énormément d'IA dans le domaine de la santé. C'est un très bon client, on va dire, la santé pour le domaine de l'IA. Alors probablement parce que les médecins se font de plus en plus rares et qu'on a besoin de les assister pour pouvoir traiter peut-être plus de patients ou pour pouvoir traiter mieux les patients, et aussi parce que on est concerné au premier plan. Si effectivement on peut améliorer notre santé grâce à l'IA, pourquoi ne pas le faire?
Donc, très bon client de l'IA, la santé. On va retrouver par exemple aussi le domaine de la maintenance prédictive. Avoir des machines qui tombent en panne, ça coûte cher. Remplacer constamment les machines, comme remplacer constamment une voiture, de peur qu'elle tombe un jour en panne, ça coûte cher aussi. Donc, l'idée de la maintenance prédictive, c'est de faire en sorte que on puisse remplacer au plus juste, juste avant que ça casse, par exemple. Toute la partie reconnaissance, là encore, on retrouve des modèles d'IA pour reconnaître des personnes, par exemple. Si vous êtes devant votre téléphone pour qu'il s'allume tout seul et qu'il vous reconnaisse, c'est des modèles d'IA qui sont derrière. Évidemment, en bas à gauche, on voit la génération de texte. Tout le monde utilise maintenant des modèles de type LLM qui vont générer du texte ou qui vont générer même de l'image pour des modèles qu'on appelle dits de diffusion ou des vidéos qui sont très à la mode et qui évoluent beaucoup en ce moment. Les véhicules autonomes, Tesla qui a encore fait récemment de grandes annonces dans ces domaines-là. On voit fleurir, alors en France, ça reste assez confidentiel, mais aux États-Unis, on voit déjà fleurir pas mal de taxis autonomes, en Chine aussi, et des prédictions de toutes sortes, par exemple les prédictions de cours de la bourse ou des choses de ce type-là pour la petite image en bas à droite. Voilà, ce n'est que évidemment quelques-unes des applications qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours. Donc quelques dangers, et ça fera la liaison avec l'intervention d'Anne-Sophie juste derrière. Quelques dangers auxquels on est soumis assez régulièrement. Le premier auquel on pense souvent, c'est le biais. C'est de dire, si ça a été entraîné sur des données qui sont biaisées, les réponses qui vont être données par les modèles d'intelligence artificielle vont aussi donner des réponses biaisées. Ici, on voit par exemple un texte en lui demandant de produire une photographie de housekeeper, donc une gouvernante, et on voit déjà qu'il n'y a que des femmes dans les réponses, sachant que housekeeper, il n'y a pas de genre qui est indiqué. Et on voit aussi que c'est que certains types de personnes qui vont être représentées. Donc, c'est des biais qui sont dus à l'entraînement, qui sont dus à pas mal de facteurs, et c'est des choses effectivement à considérer dans les dangers. La manipulation et la désinformation, on en voit régulièrement, surtout en cette période électorale aux États-Unis, par exemple, où on voit beaucoup de vidéos fleurir avec voilà, les protagonistes sur des vidéos. Donc, les gens commencent à être éduqués à ça, mais pas forcément tout le monde. La vie privée également. Je ne sais pas si vous avez pu suivre dans l'actualité, mais c'était la semaine dernière. Il y avait deux étudiants de Harvard qui avaient publié un blog où ils expliquaient comment ils utilisaient des lunettes connectées de Meta pour détecter des gens dans la rue et identifier automatiquement les personnes dans la rue et savoir un petit peu leur CV, ce qu'ils faisaient et sur quoi ils étaient engagés comme association pour pouvoir les accoster juste derrière. Donc, ça pose de problème aussi. Le manque de transparence, l'effet black box qu'on voit souvent en disant finalement, je mets une entrée, j'ai une sortie, mais je ne sais pas vraiment ce qui se passe. J'ai du mal à expliquer la question de l'explicabilité du fonctionnement du modèle d'IA. C'est une question qui est assez récurrente. Donc, si on ne sait pas l'expliquer, on a du mal à faire confiance. Donc là aussi, ça fait partie des dangers. Et sur la slide d'après, la perte de contrôle, de dire finalement je m'en remets à la machine pour pas mal de choses. Alors sur les véhicules autonomes, c'est flagrant parce que finalement, si le véhicule décide de filer tout droit, la conséquence elle est immédiate. Sur d'autres applications, ça peut être un petit peu plus insidieux. Disons que le confort qu'on a à utiliser ça, ça crée aussi une dépendance hein, en plus. De dire finalement on va être de plus en plus dépendant de machines qui certes pour pas mal d'applications, commencent déjà à faire mieux que nous, notamment détecter des cancers sur des images, par exemple. On est meilleur que l'humain. Il y a des tâches sur lesquelles on commence à être déjà au niveau des performances de l'humain, donc on va commencer à être dépendant de ça aussi. Donc perte de contrôle, dépendance qui sont finalement assez liées. L'impact sur l'emploi, on se dit, comme l'ordinateur en son temps avait modifié pas mal le paysage, on va dire, de l'emploi, probablement que ça va être le cas, et c'est déjà le cas peut-être même, va avoir un impact là encore sur le paysage de l'emploi. Et enfin, le dernier danger que j'ai souligné ici, hein, mais évidemment, la liste elle n'est pas exhaustive,
c'est l'exacerbation des inégalités, puisque finalement, les grands modèles de langage, typiquement, sont trustés par des grosses sociétés et qui même ont des accords entre eux, typiquement OpenAI qui fait des deals avec Microsoft ou avec Nvidia, et on se rend compte que finalement, l'IA est entre les mains de quelques puissants, et c'est compliqué de rattraper après derrière pour d'autres sociétés qui auraient une force de frappe peut-être moindre. Voilà. Je te laisse la suite, Anne-Sophie. Merci beaucoup, Mathias. Et en effet, c'est intéressant ce retour que tu nous fais sur les dangers de l'IA, puisque l'objectif de ce texte, c'est notamment de limiter ces risques-là. On va le voir, l'Union européenne nous a gâtés avec un texte dense et des notions qui sont parfois extrêmement théoriques encore à ce jour et pour lesquelles on va avoir besoin de précision. Donc, pour essayer de remplir l'objectif qui est AI Act 1 heure pour tout comprendre, qui est un objectif quand même très optimiste. Je vais essayer au fur et à mesure de cette intervention de vous donner des exemples de ce que moi j'imagine par rapport à cette interprétation du texte. Mais si vous avez d'autres exemples qui vous viennent, n'hésitez pas à en parler et à les partager dans le chat. Donc, déjà, très rapidement sur le périmètre d'application, vous allez le voir, on retrouve quand même beaucoup de mécanismes qu'on connaît au niveau de l'Union européenne, notamment avec le RGPD. En lisant le texte la première fois, j'ai eu vraiment la sensation de retrouver les mécanismes qu'on connaît déjà depuis quelques années maintenant, avec une volonté d'application extrêmement large au plus grand nombre d'opérateurs. Je vais revenir dessus après, mais dans l'AIA Act, on parle d'opérateurs au sens large. Et donc, on a des fournisseurs, des déployeurs. Pour résumer ce périmètre d'application géographique et matérielle, à partir du moment où on a un opérateur dans la chaîne de conception, d'approvisionnement, de distribution d'un système d'intelligence artificielle qu'on appelle ici sur les slides, pour essayer de les ramasser un peu, qu'on a appelé les SIA, sur ces acteurs, pardon, l'idée c'est de se dire, peu importe où ils sont situés, dans l'Union européenne ou hors Union européenne, à partir du moment où ils mettent en service, où ils mettent sur le marché un système d'IA dans l'Union européenne, ou même que les résultats produits par ce système d'IA sont utilisés par des utilisateurs, des citoyens de l'Union européenne, alors ils seront concernés par ce texte. Donc vraiment, un périmètre d'application extrêmement large. Concernant la définition du système d'IA, donc on nous dit à l'article 3, on a énormément de définitions dans ce texte, et on nous dit que c'est un système qui est basé sur une machine qui est conçu, le système, hein, pour fonctionner avec différents niveaux d'autonomie et qui peut faire preuve d'adaptabilité après son déploiement. Ça, c'est important. On anticipe la suite du déploiement. Et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit à partir des données qu'il reçoit comment générer des résultats tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer des environnements physiques ou virtuels. Donc là, ça fait lien avec ce que tu disais, Mathias, sur les typologies d'IA qu'on peut rencontrer. Le préambule nous donne, comme toujours, des indications assez précieuses sur ce qui a la volonté de l'Union européenne sur ce texte. Et on nous dit que ces systèmes peuvent être utilisés de manière autonome, per se, ou en tant que composant d'un produit. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Ne sont pas considérés comme seul système d'IA. Les produits finis, ça peut vraiment faire partie d'un produit et être soumis à cette réglementation d'un produit physique, hein, j'entends, ou immatériel. Les notions sur les opérateurs de l'AIA Act. Donc, les opérateurs, c'est n'importe lequel des acteurs que je vais citer ici. Ce qui est très important, c'est déjà, pour vous, dans vos organisations respectives, de vous intéresser à ces définitions. Je dirais que c'est la première chose à faire, puisque de la qualification juridique que vous aurez, que votre structure aura, vous allez avoir des obligations différentes à appliquer. Ce qui est important aussi de noter sur cette qualification de l'acteur, c'est que vous pourriez avoir une qualification pour un système d'IA interne que vous utilisez et une autre qualification pour un autre système d'IA que vous avez développé à des fins de commercialisation. Donc ça, c'est vraiment important de se dire qu'on peut cumuler plusieurs casquettes et surtout, en cours de route, votre casquette peut changer. Si vous avez des actions, des interactions avec le système d'IA, vous pouvez passer d'une qualification juridique à une autre. Donc ça, c'est vraiment le point central de la qualification
pour ne pas se tromper dans les obligations à respecter. Alors, je vais essayer de vous donner des exemples que j'ai imaginés sur la base de ces définitions. Le fournisseur, c'est n'importe quelle personne, physique, morale, publique, privée, etc., qui développe ou qui fait développer un système d'IA. Donc, on peut tout à fait externaliser cette partie-là. Ça ne fera pas pour autant de nous quelqu'un d'autre qu'un fournisseur. Si on fait développer le système d'IA, on pourra quand même être qualifié de fournisseur ou d'un modèle d'IA à usage général. Et c'est la personne qui ensuite met ce système d'IA ou le modèle d'IA à usage général sur le marché ou le met en service. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe que vous commercialisez ce système d'IA ou ce modèle d'IA, ou que vous l'utilisiez pour vos besoins internes, vous serez considéré comme un fournisseur. Ça, c'est très important parce qu'on a tendance à considérer que quand on commercialise pas de système d'IA, parce qu'on l'a développé en interne pour nos propres besoins, on n'est pas concerné. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Donc, c'est important de se dire qu'à partir du moment où on le met en service, sous son propre nom ou sa propre marque, peu importe que ça soit de manière onéreuse ou gratuite, on sera le fournisseur. L'essentiel des obligations de l'AIA Act repose sur le fournisseur. Donc, cette qualification, elle est évidemment très importante. Et d'ailleurs, dans les propositions d'amendement du texte, avant son adoption, on avait beaucoup plus d'obligations sur le fournisseur. Et petit à petit, on a commencé à se dire que le déployeur dont on va parler après, il fallait pas l'oublier non plus. Donc, dans la version définitive, on a aujourd'hui plus d'obligations sur le déployeur que c'était prévu au départ. Deuxième acteur, l'importateur. Bon, lui, je ne vais pas trop insister dessus, mais c'est la personne physique ou morale toujours qui est située dans l'Union européenne et qui va mettre sur le marché ce système d'IA. Donc, ça fait référence à d'autres textes de mise sur le marché qu'on connaît par ailleurs au niveau de l'Union européenne. Mais en tout cas, dans la chaîne d'approvisionnement, l'importateur a aussi des responsabilités et il est visé par le texte. Troisième catégorie d'opérateurs, le distributeur. Le distributeur, il fait partie de la chaîne d'approvisionnement. On le définit de manière négative. Ce n'est ni le fournisseur ni l'importateur. Et il met le système à disposition sur le marché de l'Union européenne. Alors, si je devais prendre des exemples ici, on pourrait avoir pour le fournisseur quelqu'un qui va développer un modèle d'IA de reconnaissance d'image pour détecter des défauts de produits manufacturés sur une chaîne de fabrication de produits, par exemple. On va avoir un importateur, donc ce fournisseur, il serait situé en dehors de l'Union européenne. On va avoir un importateur qui se dit, je vais l'importer. Il passe le relais à un distributeur qui va peut-être se dire, bah, moi, je vais intégrer ce système qui m'intéresse, ce modèle d'IA, dans un système plus global d'IA, typiquement une application, un logiciel, et je vais le distribuer auprès de mes clients. Précision, mon interprétation, ma compréhension du texte, c'est que le système d'IA, c'est vraiment un système complexe et global qui intègre des modèles d'IA. Le modèle d'IA, c'est vraiment une composante, une partie du système d'IA. La hiérarchie entre les deux se positionne comme ça. Donc, on a ce distributeur qui passe ensuite la main à un déployeur. Alors, le déployeur, si on devait trouver un synonyme, ça serait l'utilisateur. Mais l'Union européenne n'a pas souhaité retenir le terme d'utilisateur pour ne pas le confondre avec l'utilisateur final, vous et moi, dans notre quotidien, dans nos activités professionnelles. Le déployeur, ça va vraiment être celui qui va utiliser, intégrer un système d'IA dans son environnement. L'exemple type auquel on peut penser, ça va être un établissement hospitalier qui va mettre à disposition des professionnels de santé de son établissement un outil d'aide au diagnostic. Il va être déployeur. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ça pourrait être un exemple qu'on pourrait avoir. Le fournisseur en aval, lui, il peut nous embêter. Le fournisseur en aval, c'est celui qui est fournisseur d'un système d'IA et qui va intégrer un modèle d'IA, que ce modèle soit fourni par lui-même ou non, et ensuite intégré ou fourni par une autre entité sur la base de relations contractuelles. Alors là, le principe, c'est que le système d'IA, il a déjà été mis sur le marché, soit par lui, soit par un tiers. Mais, pardon, le modèle d'IA, il a déjà été mis sur le marché, mais ce modèle d'IA, il va venir l'intégrer dans un système d'IA qu'il va ensuite commercialiser. Donc, ce fournisseur en aval, c'est le deuxième fournisseur dans l'ordre chronologique après le fournisseur initial. Et il aura aussi des obligations qui lui sont propres au titre de l'AIA Act. Alors, sur ces notions, ce qui est important de retenir, c'est que
le fait d'apporter des modifications substantielles, notamment de changer la destination initiale du système d'IA, peut entraîner une requalification d'un opérateur, par exemple, qui serait un, un déployeur, en celle de fournisseur. Donc, en fait, ce qu'on va faire comme action sur le système d'IA aura un impact si on considère juridiquement qu'il y a un changement de destination. Et ce changement de destination, c'est l'intérêt de la documentation qui est fournie par le fournisseur, justement. Cette destination, en principe, elle est documentée, elle est écrite à des fins de preuve pour pouvoir prouver un changement de destination par la suite. Donc, si ce que nous propose le fournisseur comme destination, on le modifie, sous réserve que ça soit possible, parce que dans la plupart de systèmes d'IA, on n'aura pas cette main-là quand on va le déployer dans nos organisations. Si on a cette main-là, si on a la possibilité de changer la destination, à ce moment-là, on va changer peut-être la qualification de l'organisation. Deuxième point important sur ces qualifications, ça Sophie, nécessite forcément. Ouais. je me permets juste de vous couper un tout petit instant, Sophie, parce qu'on a deux questions très précises sur les fournisseurs. Vous venez d'aborder la notion des fournisseurs, Ah, et plutôt que d'attendre la fin, si je peux me permettre, on a dites-moi. une première question donc sur est-ce qu'un fournisseur de données qui permettra de développer de l'intelligence artificielle est considéré comme un fournisseur au sens de l'IA Act? Alors, à chaud, comme ça, je dirais non, puisque la définition, c'est celui qui développe ou qui fait développer le système d'IA. Donc, le fait de fournir les données, on a d'autres obligations, vous le savez, mais on ne va pas pouvoir être considéré. Alors, ça nécessiterait encore une fois une analyse spécifique pour s'en assurer par rapport à votre activité et ce que vous faites. Mais si on reprend la définition littérale, c'est celui qui développe ou qui fait développer un système d'IA. Donc là, quand vous fournissez uniquement les données, pour moi, vous ne développez pas le système d'IA. D'accord. Très bien. Et une deuxième question, c'est sur les fournisseurs. Donc, une société ou un organisme public qui concède une licence sur un système d'intelligence artificielle qu'elle aurait développé, pourrait-elle être qualifiée de fournisseur? Est-ce que vous pouvez me redire le début de la question, pardon? Bien sûr, une société ou organisme public qui concède une licence sur un système Ouais, d'IA qu'elle a elle-même développé, d'accord? En fait, en ouais. clair, une société qui concède une licence est elle fournisseur au sens de l'IA Act? Bah, non, toujours pas pour moi. Si c'est pas elle qui fait développer ou qui développe elle-même le système d'IA, elle sera pas fournisseur. Mhm. Enfin, c'est D'accord. vraiment cette qualification. Par contre, si elle concède le fait qu'elle concède une licence, que le fournisseur concède une licence, n'est pas un élément de qualification dans l'IA Act. Ce qui compte, c'est quel a été le rôle sur la conception du produit, du système d'IA. Après, Mhm. le mode de commercialisation, le fait qu'on le vende, qu'on le mette en licence, etc., ça n'aura pas d'incidence sur la qualification. Mais par Mhm. contre, le rôle sur la conception, peut-être que dans votre schéma, vous seriez distributeur et vous proposeriez des licences sur le système d'IA qui a été développé par un fournisseur. Mhm. Voilà. D'accord. Et une dernière question, puis après on va laisser à nouveau Anne-Sophie Ouais. dérouler. Mais il y a deux questions qui se regroupent, hein, qui sont les mêmes. Finalement, on vous le montrait là sur la diapo que nous voyons, le fait qu'il y ait plusieurs rôles hein, dans un système d'intelligence artificielle, fournisseur, importateur, distributeur. Est-ce qu'une personne physique ou morale peut détenir plusieurs rôles dans cet Ouais. écosystème? Plusieurs Ouais, rôles à c'est la vraiment fois. ça. Oui, c'est ça qu'il faut retenir et c'est pertinent en effet de le signaler. On peut avoir plusieurs rôles, déjà parce qu'on peut avoir tout un tas de systèmes d'IA qu'on utilise dans la structure, mais aussi on peut avoir plusieurs rôles dans certaines situations. Donc oui, c'est pas exclusif l'un de l'autre. Après, il y a des situations où j'ai du mal à imaginer qu'on puisse avoir plusieurs casquettes, mais par contre, on pourrait tout à fait imaginer des cumuls de qualité juridique. Très bien. Écoutez, on vous laisse continuer, Anne-Sophie. Je me permettrai de Merci. vous réinterrompre s'il y a jamais des questions Ouais, qui sont très merci contextualisées à beaucoup ce que pour vous présentez. ces. Ouais, Merci à ouais, vous. c'est très bien. Merci. Donc, une analyse de cas par cas, vous venez de le voir justement avec ces questions. C'est important qu'on se pose la question à chaque fois par rapport à tout un tas de faisceaux d'indices qu'on va relever dans le mode de fonctionnement de votre système d'IA. Un deuxième point qui me semblait important, là j'ai signalé le RGPD, mais on pourrait avoir tout un tas de textes de l'Union européenne. Attention à ce que cette qualification juridique que vous allez définir, auto-évaluer, elle ait du sens par rapport aux autres qualifications juridiques qu'on a dans d'autres textes. Par exemple, celle de produit. De fabricant pardon, de produits, celle de responsable de traitement, de co-responsable de traitement, de sous-traitant, tout ça, ça sera forcément lié. Attention aux contradictions que vous pourriez avoir entre
telle réglementation et une autre. Évidemment, l'Union européenne a extrêmement lié toutes ces réglementations entre elles. Donc, ça pourrait avoir une influence, selon moi, sur les qualifications qui pourraient être retenues, par exemple, en cas de contrôle de la CNIL, de dire, bah, moi, je suis déployeur et en fait, d'un point de vue RGPD, avoir donné une qualification qui pourrait être un peu contradictoire avec ce rôle, c'est important de l'anticiper. Maintenant qu'on a vu, très rapidement, je vous le concède, les notions système d'IA et opérateur, on va parler des obligations, alors dans les grandes lignes, mais en tout cas des qualifications. Dans le l'AIA Act, on a trois, peut-être quatre, mais en tout cas trois grandes catégories de systèmes d'IA. On a les pratiques en termes d'IA qui sont interdites, c'est la première catégorie dont on va parler. On a les SIA à haut risque. Et ensuite, on a les SIA à risque limité qui, pour eux, c'est là où on pourrait les subdiviser parce qu'en effet, selon qu'on parle de telle ou telle catégorie de système d'IA, on n'aura pas les mêmes obligations. Par exemple, on peut avoir des obligations spécifiques à des systèmes d'IA qui sont destinés à interagir avec l'humain, donc des chatbots, qui vont avoir leurs propres obligations. Donc, même mécanisme que pour la qualification de l'opérateur, c'est évidemment très important de savoir dans quelle catégorie vous vous situez en fonction de votre projet ou des systèmes d'IA que vous utilisez pour bien appliquer les bonnes obligations. Alors, dans l'ordre chronologique, si je puis dire, la première obligation, parce qu'on va le voir tout à l'heure, le règlement va s'appliquer progressivement là. La première obligation qui va s'appliquer, c'est les pratiques d'IA interdites. Celles qui sont listées sur ce slide, ce sont celles qui sont interdites. Alors, j'ai pas repris la terminologie exacte du texte, donc je vous invite évidemment à aller lire, je crois que c'est l'article 5 de mémoire, ce qui pourrait être interdit comme comportement. Mais ce qui est important de retenir, c'est que, parce qu'il y aura une terminologie spécifique pour analyser à votre propre situation, ce qui est important de retenir, c'est qu'ici, en fait, ces pratiques d'IA interdites, elles sont évidemment interdites parce qu'elles sont considérées comme très intrusives, problématiques peut-être pour les droits et libertés des personnes. Et on connaît déjà le mécanisme parce qu'elles impliquent des traitements de données visés par l'article 9 du RGPD, donc les traitements de données sensibles. Pour cette partie-là, ce sera d'ailleurs la CNIL qui sera compétente. Mais en tout cas, ces pratiques d'IA listées ici, qui visent par exemple à déformer le comportement d'une personne en utilisant des techniques subliminales, qui visent à faire de la déduction des émotions d'une personne sur son lieu de travail ou dans des établissements d'enseignement, sauf raison médicale ou de sécurité, tous ces systèmes d'IA seront interdits. Alors, il y en a un qui a été repris, qui est l'enrichissement de bases de données de reconnaissance faciale par le biais d'extraction non ciblée d'images faciales qui proviendraient d'Internet ou de vidéosurveillance. Ça a fait l'objet déjà par la CNIL d'une sanction qui est la décision Clearview d'octobre 2022. Donc là, on reprend ici quelque chose qui avait déjà été sanctionné par la CNIL. Ça fait le lien avec le RGPD toujours, mais en tout cas, si vous avez des systèmes d'IA qui pourraient de près ou de loin être rattachés à ce qui figure sur ce slide, évidemment, je vous invite très très fortement à aller regarder en détail le texte pour voir dans quelle mesure vous serez impacté par cette interdiction, sachant que ça fait partie des sanctions les plus élevées prévues par l'EIA Act. La deuxième catégorie de systèmes d'IA, je vois qu'on a un peu de temps, donc je vais essayer d'aller vite, c'est les systèmes d'IA à haut risque. Alors là, désolé, j'ai essayé de vous reprendre le plus possible les éléments du texte. Ce n'est toujours pas un copier-coller de la formulation du texte, j'ai essayé de les synthétiser. Donc encore une fois, je vous invite à ne pas vous contenter de ce slide, mais à aller lire l'article 6 pour bien vous en imprégner. Mais si je dois résumer, on a deux catégories d'IA à haut risque. Première hypothèse, on a un système d'IA qui va être qualifié de système d'IA à haut risque lorsque les deux conditions listées là dans les bullet points seront cumulativement réunies. La première condition, c'est que le système d'IA est destiné à être utilisé comme composant de sécurité d'un produit ou le système d'IA est lui-même l'un des produits visés par un texte cité à l'annexe 1. Donc à l'annexe 1, j'ai tout un tas de textes de l'Union européenne dans des secteurs, les jouets, les dispositifs médicaux, etc. Et on me dit ici, si votre système d'IA, ça va être un composant de sécurité,
d'un produit visé par ce texte ou que c'est lui-même le produit fini visé par ce texte, alors la première condition, elle est présente. La deuxième condition, je vais essayer de vous donner des exemples, c'est lorsque le produit dont le composant de sécurité que je viens de citer ou le SIA lui-même en tant que produit est soumis à une évaluation de conformité par un tiers en vue de sa mise sur le marché ou de sa mise en service au titre des textes visés à l'annexe 1. Donc, première catégorie, je suis visé par le texte. Deuxième catégorie, ces textes nécessitent une évaluation de conformité soit sur le composant de sécurité, soit sur le produit final. Dans la première hypothèse, si j'imagine un exemple, on va prendre celui du système d'assistance à la conduite. C'est un composant de la sécurité d'une voiture. Donc, première condition réunie. Deuxième condition, toujours dans le domaine automobile, on pourrait imaginer un véhicule. Le véhicule, le produit lui-même, le produit final, qui est soumis à une évaluation de conformité avant sa mise sur le marché. Donc là, mon système d'assistance à la conduite intégré dans un véhicule, j'ai les deux conditions qui sont réunies. Je serai considéré comme un système d'IA à haut risque. Deuxième hypothèse, dans laquelle on considère qu'un système d'IA est qualifié de haut risque, c'est lorsque le système est visé par l'annexe 3. Donc, dans la première hypothèse, c'était l'annexe 1, là on est sur l'annexe 3. On nous dit que c'est un système d'IA à haut risque lorsque je suis visé par l'annexe 3, sauf s'il ne présente pas de risque important de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes physiques, y compris en n'ayant pas d'incidence significative sur les résultats de la prise de décision. Alors ça va être important parce qu'on pourrait considérer dans certains cas qu'on n'est pas un système d'IA à haut risque. Mais attention, même si vous considérez que vous n'êtes pas un système d'IA à haut risque pour cette raison qu'on vient de citer, il faudra en justifier, il faudra documenter cette position et on aura quand même l'obligation de s'enregistrer sur une base de données de l'Union européenne pour dire je suis en principe SIA à haut risque, mais je considère que ce SIM ne présente pas de risque important pour la santé, la sécurité, etc. Donc on a quand même une obligation si on considère qu'on n'est pas visé. Je me On va permets, évidemment avoir... je me Ouais. permets, Sophie, à ce niveau-là, il y aura une autorité qui va mettre un tampon en disant je vous confirme que effectivement vous êtes à haut risque ou non à haut risque, ou est-ce que Non, c'est une auto-évaluation des personnes, enfin des opérateurs qui vont devoir justement justifier. Par contre, une fois qu'on est qualifié d'IA haut risque, qu'on sait qualifier, on doit avoir une obligation d'auto-évaluation de conformité ou de certification externe, je vais revenir dessus. Ce qui fait que si on a considéré qu'on n'était pas du tout concerné, on loupe les obligations qui vont avec, et notamment celle de faire certifier l'IA comme conforme par un organisme externe. Voilà. Évidemment, on va avoir des lignes directrices prévues sur cet article. Ça sera très utile et précieux pour avoir des exemples, c'est ce que nous dit le texte, des exemples concrets de situations dans lesquelles on pourrait considérer qu'il n'y a pas de risque de préjudice pour la santé, etc. Donc là-dessus, on va avoir des lignes directrices, mais qui ne vont pas arriver tout de suite, hein. L'annexe 3, j'ai essayé de vraiment de la résumer le plus possible avec des pictogrammes. Évidemment, allez regarder l'annexe 3 si vous êtes dans un de ces secteurs, puisqu'on a des nuances, on a des précisions. Mais les secteurs dans lesquels l'annexe 3 nous dit qu'on est dans un système d'IA au risque, ce sont celui de la biométrie, des infrastructures critiques, donc tout ce qui est gaz, eau, etc., qui a d'ailleurs un traitement à part. Là où pour d'autres, on aurait des obligations au niveau de l'Union européenne, ici, ça va être les autorités nationales qui seront compétentes parce que ce sont des infrastructures critiques au niveau étatique. Donc, si vous êtes dans un de ces secteurs, il faut regarder dans la plupart des articles, vous avez des obligations spécifiques qui s'appliquent à vous. L'éducation et la formation, par exemple, le fait de surveiller via de l'IA les examens d'étudiants, on va être dans un système d'IA à haut risque. Le recrutement, filtrer les candidatures via un système d'IA, c'est cité dans les exemples. Les services essentiels, c'est par exemple tout ce qui est prestations d'aide sociale, l'analyse de la solvabilité pour attribuer une note à un client dans le domaine des banques, tout ce qui est domaine de la répression des fonctions de police, le contrôle aux frontières également, et dans le domaine de la justice, on va avoir des qualifications de système d'IA à haut risque. Alors, les obligations, il y en a beaucoup. Donc, je vous ai épargné
la lecture de plus de 40 articles qui s'appliquent uniquement au système d'IA au risque. Et encore une fois, j'ai essayé de vous les synthétiser, mais évidemment, c'est ultra, ultra synthétisé. Donc, on les reprend dans les grandes lignes et il faudra aller les consulter si vous pensez que vous êtes concerné. Première obligation, c'est le fait de mettre en place un système de gestion des risques. Ça va de l'identification des risques à l'évaluation de la gravité de ces risques, à des mesures pour atténuer ces risques et à des procédures de test. Donc, c'est avant la mise sur le marché et tout au long de la vie du produit, si je peux le dire comme ça, où on a cette obligation d'évaluation des risques. Deuxième obligation, on va avoir des dispositions spécifiques qui vont s'appliquer aux données d'entraînement, aux données de validation et aux données de test. Tu en parlais tout à l'heure, Mathias, sur les biais qu'on peut constater en effet en matière d'IA. L'idée, c'est notamment d'éviter, de détecter et de corriger les biais. Voilà pour cette deuxième obligation. Troisième obligation, c'est l'obligation de tenir une documentation. Alors ici, j'ai oublié de le préciser, mais c'est la documentation technique pour démontrer le respect des obligations qui sont prévues par l'annexe 4 cette fois-ci. Donc, on a une documentation technique qu'on va devoir fournir aux autorités concernées et aux organismes notifiés dont je vais reparler juste après. Donc, cette documentation, elle va vraiment avoir un rôle très important pour les systèmes d'IA au risque. Quatrième obligation, c'est qu'on va devoir avoir une journalisation des événements importants. Donc, justement, d'essayer pendant la vie du produit, détecter les biais, les problématiques, des comportements inhabituels de l'IA. Et donc, il va falloir enregistrer de manière automatisée ces événements pour anticiper, prendre des mesures et documenter aussi ce qui s'est passé. Obligation suivante, l'obligation de transparence vis-à-vis des déployeurs. Alors, dans certains cas, on nous dit que ça peut même aller jusqu'à une éventuelle formation des déployeurs pour qu'ils comprennent bien comment utiliser ce système d'IA au risque et comment interpréter les sorties de ce système d'IA au risque. Autre obligation, la garantie humaine, permettre le contrôle effectif par les personnes physiques du système d'IA au risque pour prévenir les risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux qui persisteraient malgré le système de gestion des risques qu'on aura documenté. Donc ça, c'est le contrôle humain, c'est l'article 14 qui nous en parle, et c'est important parce qu'on doit pouvoir désactiver l'IA dans certaines situations si c'est nécessaire, et l'humain doit toujours pouvoir avoir le contrôle. Ça répond à des inquiétudes et aux dangers que tu évoquais tout à l'heure, Mathias. Les engagements de niveau d'exactitude, de robustesse, de cybersécurité, on va avoir des nouveaux référentiels qui vont venir, mais en tout cas, on doit à la fois prendre des mesures pour respecter ces niveaux d'exactitude, de robustesse et de cybersécurité de l'IA, et on devra aussi retracer ces engagements dans la notice d'utilisation. Donc, on a le même mécanisme qu'on connaît déjà dans d'autres textes, c'est je documente, je me tiens prêt en cas de contrôle à prouver que j'ai respecté cette obligation et je suis lié par cette obligation parce que contractuellement, quand je mets ce système d'IA à disposition de déployeurs, je suis obligée de l'avoir écrit et de leur avoir indiqué. Donc en fait, la boucle est bouclée. J'ai pris des engagements contractuels qui pourront ressortir en cas de contrôle. Alors, une question, Anne-Sophie, qui ressort dans le chat. Est-ce que ces obligations-là, elles s'appliquent aussi lorsqu'on est dans le cadre de la recherche? Alors, la question pose la recherche en santé, mais on peut se poser est-ce qu'il y a une exception dans le domaine de la Ouais. recherche? On a des exceptions, alors j'ai plus les dispositions en tête, mais oui, vous avez raison. Sur le texte, on a beaucoup de dispositions qui nous parlent du domaine de la recherche pour exclure euh, ce domaine de certaines obligations du système de l'AIA Act. Donc en effet, quand vous êtes dans ce domaine-là, il faut aller regarder le texte et le lire justement pour voir à quel moment vous pourriez être concerné de manière résiduelle, mais pour pas entraver l'innovation et la recherche, vous n'avez pas été oublié en principe. Voilà. Merci Mathias. Donc, autre obligation, le système de gestion de la qualité. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la documentation technique et là, on parle de la documentation de qualité. Donc, ça va être une documentation qui va être propre à ce système. Ça ne va pas se mélanger avec l'autre documentation dont je parlais tout à l'heure. Euh, et donc dans lequel on va devoir démontrer le respect de l'AIA Act avec des politiques, des procédures,
des tests et on nous dit qu'ils sont adaptés à la taille du fournisseur. Alors ça, je pense que ça va être intéressant puisque, pour résumer, c'est des mesures appropriées à la taille du fournisseur. On nous parle beaucoup dans ce texte, toujours pour favoriser l'innovation, des jeunes pousses, j'aime beaucoup la traduction, et des PME. On essaye de préserver les jeunes pousses et les PME des obligations qui pourraient sembler disproportionnées. Et d'ailleurs, dans le système de sanctions, on nous dit bien les États membres doivent prendre des sanctions qui sont adaptées aux jeunes pousses et aux PME pour pas les dissuader d'aller sur ce marché de l'IA. Donc, qu'est-ce que c'est adapté à la taille du fournisseur? Ben ça va être toujours pareil, un système d'auto-évaluation interne à mener. Autre point, la conservation, pardon, excusez-moi, il y a une coquille, des documentations. La documentation technique, la documentation de qualité que je viens de citer, et puis la documentation des modifications qui auraient été approuvées. C'est 10 ans après la mise sur le marché ou en service, on doit pouvoir en démontrer. Et on aura des dispositions nationales qui vont être adoptées, notamment si l'opérateur il disparaît, il fait faillite, comment on conserve ces documentations, qui en a la garde. On a des obligations de retrait dans un SIA à haut risque qui ne serait plus conforme, évidemment, mais en tout cas, on a des dispositions là-dessus. Donc, il y a une évaluation constante à mener. On a des obligations qui seront propres au mandataire. Alors, le mandataire, c'est le représentant du fournisseur qui serait situé hors de l'Union européenne. Il désigne un mandataire sur le territoire de l'Union européenne. Il a des obligations qui lui sont propres, justement pour s'assurer que, on est bien soumis aux obligations. Pareil pour le distributeur et pour l'importateur. Je ne suis pas rentrée dans le détail, mais il faudra aller regarder ces textes. N'importe quel opérateur peut être responsable comme un fournisseur en cas de changement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'appose mon nom, ma marque sur le système d'IA. Ça va changer potentiellement ma qualification. J'apporte des modifications substantielles ou je change la destination du système d'IA. Ça va changer ma qualification. Voilà. Je passe rapidement là-dessus. Précision, lorsque le système d'IA vise les salariés d'une entreprise, on parle quand même, et ça c'est assez surprenant dans le règlement, de l'obligation d'informer les représentants du personnel et les travailleurs concernés. Donc on n'a pas renvoyé au droit national pour la partie droit social, on prévoit cette obligation. Ça c'est important lorsque vous utilisez un système d'IA mis à disposition auprès de vos salariés qui serait considéré comme haut risque, vous avez une obligation au titre de l'AIA Act en plus du Code du travail. Pour les structures publiques, on a des obligations un peu partout. Dans le texte, vous avez des spécificités. Justement, je pense pour garantir la souveraineté nationale, on a des spécificités qui s'appliquent à vous. Donc, par exemple, vous devrez enregistrer le fait que vous utilisez un système d'IA à haut risque dans la base de données de l'Union européenne. Je passe rapidement pour qu'on puisse tenir quand même le timing et puis passer sur les questions-réponses. On a une évaluation de la conformité du système d'IA à haut risque qui est prévue par le texte, et ça, c'est très important. On va avoir des normes harmonisées qui seront publiées au journal officiel de l'Union européenne ou des spécifications communes, donc des règles qu'on va nous expliquer pour dire vous êtes conforme dans tel domaine si vous respectez telle condition, telle condition. Deux options. En tant que fournisseur, je respecte ces obligations, ou deuxième hypothèse, elles existent. Enfin, première hypothèse, elles existent, et deuxième critère, je les respecte. Donc, ça veut dire que je suis à gauche, et là, je peux faire le choix entre une procédure d'évaluation de conformité interne, sous réserve qu'elle soit conforme à l'annexe 6, ou préférer une évaluation par un organisme notifié, donc qui sera désigné dans chaque État membre, et là, je vais avoir une certification. Donc, si je respecte des normes harmonisées ou des spécifications communes, j'ai le choix entre les deux procédures. Si en revanche, ces règles n'existent pas ou que je ne les respecte pas, à ce moment-là, j'ai l'obligation de faire évaluer la conformité par un organisme notifié qui va m'attribuer une certification. Maintenant qu'on a vu les systèmes d'IA à haut risque, on va passer sur les modèles d'IA à usage général. Alors, ici, l'idée du modèle d'IA à usage général, si je devais vraiment synthétiser, ça serait le modèle d'IA à usage polyvalent qui peut accomplir de nombreuses tâches et qui n'est pas dédié à un domaine spécifique. Alors, l'exemple qu'on connaît, c'est ChatGPT. Ici, on a des obligations pour les fournisseurs. Première obligation, fournir une documentation technique du modèle qui sera mise à disposition du bureau de l'IA et des autorités nationales qui seront en charge du respect de ce texte.
Deuxième obligation, mettre à disposition des informations et de la documentation à destination des fournisseurs en aval. Vous vous souvenez, le fournisseur en aval, il intègre mon modèle d'IA dans un système d'IA sous son propre contrôle. Donc, il va interagir dessus. Et là, lui aussi, il a des obligations à respecter dans un second temps. Pour respecter ses propres obligations, il faut que le premier fournisseur initial lui ait fourni les informations. Évidemment, on préserve ici, c'est indiqué, les droits de propriété intellectuelle et le secret des affaires selon les règles des droits nationaux qui s'appliquent dans les États membres. Troisième obligation, avoir une politique de conformité à la réglementation sur les droits d'auteur et les droits voisins. Évidemment, c'est un vrai sujet. Donc, il va falloir s'engager là-dessus et pouvoir démontrer le respect de cette obligation. Quatrième obligation, la mise à disposition du public, j'ai mis des guillemets, puisque c'est très large et on n'a pas forcément de définition, d'un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle d'IA. Et il y aura un modèle pour ce résumé qui sera fourni par le bureau de l'IA. On a parmi les modèles d'IA à usage général ceux qui présentent un risque systémique. Alors, ici, on a une définition du risque systémique que je vous ai mis en bas. Si je devais résumer, ça serait le risque qui a un impact extrêmement important euh, sur la vie économique, sur la santé, etc. Et donc, moi, je pensais à l'exemple d'une instabilité dans des infrastructures critiques d'eau, de réseaux routiers, etc., qui serait lié à un modèle d'IA à usage général. Là, on pourrait considérer qu'on aurait un risque systémique. Deux hypothèses. Je considère que j'ai un risque systémique du fait de mon modèle d'IA à usage général. Alors, c'est l'exemple à droite, la flèche à droite. Je me notifie auprès de la Commission européenne pour que mon modèle d'IA soit classifié comme modèle d'IA à usage général à risque systémique. Deuxième hypothèse, j'ai oublié de le faire, j'avais pas envie de le faire, j'y ai pas pensé, je ne le savais pas. Là, la Commission européenne peut se saisir d'office et qualifier ce modèle d'IA comme étant un risque systémique. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on est dans cette hypothèse, on va avoir des obligations supplémentaires en plus de celles que je viens de citer qui vont s'appliquer sur le fournisseur. Donc pareil, vérifiez si vous ne seriez pas dans un modèle d'IA à usage général à risque systémique qui ferait qu'on pourrait avoir des obligations, soit sur le fournisseur, soit sur vous en tant que déployeur, qu'il faudrait que vous alliez vérifier dans les contrats avec ces fournisseurs avant de déployer en tant que déployeur ce modèle d'IA ou avant de l'intégrer à un système d'IA plus global. Pour terminer sur ces quelques présentations, et puis ensuite je vais juste vous parler du calendrier et de nos préconisations, le régime de responsabilité. Dans l'AIA Act, on l'a vu, il y a différentes catégories d'opérateurs. L'objectif, c'est évidemment d'impliquer le plus d'opérateurs possible dans le respect des obligations du texte, mais c'est aussi de simplifier au bout du bout pour l'utilisateur final cette fois-ci, pour le citoyen, d'identifier les niveaux de responsabilité de chacun. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le régime juridique actuel que je vous ai mis à gauche, c'est celui, on a évidemment des dispositions spécifiques selon les États membres, mais c'est celui du mécanisme de responsabilité pour faute, et nous, en France, ça va être celui de l'article 1240 du Code civil. Ça implique, traditionnellement, vous le savez, d'identifier l'auteur de cette faute, de démontrer la faute, de démontrer le préjudice et de démontrer le lien de causalité. Alors, rien que la première condition, elle est extrêmement lourde à remplir aujourd'hui, puisque si je suis patient dans un établissement hospitalier, remonter à l'auteur de la faute qui a causé mon préjudice en tant que patient, ça va être très compliqué, surtout qu'en plus, on va avoir plusieurs régimes de responsabilité, par exemple celui du Code de la santé publique vis-à-vis des médecins, plus celui du Code civil. J'aurais en effet peut-être aussi l'effet boîte noire dont tu parlais tout à l'heure, Mathias. J'aurais pas forcément toutes les infos, j'y connais rien, et ce sera très compliqué de remonter à l'auteur de la faute et de montrer justement une faute. Donc aujourd'hui, on a des mécanismes de responsabilité pour faute qui ne sont pas forcément adaptés à l'IA, qui existent. À ma connaissance, en France, on n'a pas de décision là-dessus. Qui se soit penché sur le fondement de la responsabilité pour faute sur ce sujet, mais ça me semble compliqué à mettre en œuvre. Dans un deuxième temps,
on a plutôt, avec les directives dont je parlais en introduction, donc la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux et la proposition, puisqu'on ne les a pas encore adoptées, de directives sur la responsabilité extra-contractuelle, on va changer le prisme. La première chose, c'est que déjà, pour identifier l'auteur, ça sera plus facile avec les classifications de la Act que j'ai citées, tout ce qui va être fournisseur, etc. Donc, ça sera plus facile parce qu'on saura plus facilement quel est le rôle de chacun, en fonction notamment des documents qu'ils vont mettre à disposition du public. Deuxième chose, il va y avoir une présomption de lien de causalité entre la faute que je reproche à quelqu'un et mon préjudice. On va avoir une présomption qui évidemment est réfragable. Donc, le défendeur pourra dire, bah non, je n'ai pas commis de faute, ou en tout cas, ce n'est pas cette faute qui a entraîné votre préjudice. Et donc, cette présomption de lien de causalité, elle va être en faveur des personnes qui vont agir sur ce fondement-là. On pourra aussi avoir l'obligation de fournir certaines informations à la demande d'un juge. Donc ça, c'est important de l'anticiper, cette obligation en matière de responsabilité, parce qu'on n'aura pas forcément envie de voir dévoiler le secret des affaires qui nous a conduit à, ou même tout simplement des relations contractuelles avec certains fournisseurs qui nous a conduit devant le tribunal. Et le troisième point, c'est qu'il y a une exclusion de responsabilité. En tout cas, ce mécanisme de responsabilité est exclu en cas d'intervention humaine. Donc, en fait, si l'utilisateur du système d'IA a, a amené comment dire, à causer le préjudice, évidemment, on ne pourra pas remonter aux fournisseurs du système d'IA. Donc ça, c'est important d'anticiper et surtout de suivre l'adoption de ces deux textes parce que ça va entrer aussi dans votre plan d'action pour vous mettre en conformité avec le texte. Juste peut-être pour compléter sur les sanctions, on a évidemment des sanctions administratives et on aura toujours des sanctions civiles et pénales qu'on pourra mettre en œuvre sur la base des textes qu'on connaît. Sur les sanctions administratives, elles vont être déterminées par les États membres. On a tout un niveau de sanctions qui vont dépendre des manquements constatés. Et les manquements les plus élevés pourront faire l'objet d'amendes administratives jusqu'à 35 millions d'euros d'amende ou 7% du chiffre d'affaires annuel mondial. Le montant le plus élevé des deux étant retenu. Ça vise notamment les pratiques d'IA interdites. Mais on en a des spécifiques pour les modèles d'IA à usage général, etc. Donc, en fait, les sanctions, les États membres vont les déterminer et nous dire dans quelle mesure on pourra être sanctionné. Le calendrier. Le texte, il a été publié au journal officiel de l'Union européenne le 12 juillet. Il est entré en vigueur le 1er août. Les premières dispositions générales, donc tout ce qui est définition, etc., et la liste des pratiques interdites, donc c'est l'article 5, vont s'appliquer au 2 février 2025. Ensuite, au 2 août 2025, on va avoir de nouvelles séries d'obligations que je vous ai vraiment synthétisées le plus possible, mais on va avoir tout ce qui va concerner les organismes notifiés. Ce sont ceux qui vont pouvoir faire les évaluations de conformité et délivrer des certifications. Ça va s'appliquer au 2 août. En tout cas, on va pouvoir avoir la liste des organismes certifiés à compter du 2 août. Les modèles d'IA à usage général, donc les obligations que je viens de citer qui les concernent, s'appliqueront également à partir du 2 août l'année prochaine. Tout ce qui est gouvernance au niveau de l'Union européenne et nationale, donc quelles sont les autorités compétentes, comment ça fonctionne, même si on a déjà le bureau de l'IA. Au niveau national, les autorités compétentes, elles seront désignées pour être prêtes justement à partir du 2 août. Les dispositions concernant les sanctions, elles sont aussi applicables potentiellement si l'obligation correspondante, elle est appliquée. Mais en tout cas, les États membres devront avoir fourni la liste des sanctions pour cette date. Et je vous ai rappelé que les autorités de contrôle, elles sont soumises à une obligation de confidentialité au titre de ce texte pour préserver justement tout ce qui va être code source. Donc ça, je vous invite à le regarder aussi dans le texte. Et dernier point, le texte dans son ensemble, il s'appliquera au 2 août 2026. Donc tout ce qui ne sera pas encore applicable s'appliquera à cette date, sauf ce qui concernera les obligations en matière de SIA à haut risque qui a un délai dérogatoire jusqu'au 2 août 2027. Évidemment, compte tenu de tout ce qu'il y a à faire, quand on est concerné comme système d'IA à haut risque, il faudra l'anticiper. Donc, je ne suis pas revenue sur toutes les obligations
en matière de système d'IA qui ne seraient pas considérés comme à haut risque, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout des obligations de transparence vis-à-vis des utilisateurs. Et évidemment, des obligations de contractualisation en amont et en aval. Nos préconisations, pour terminer là-dessus avant vos questions éventuelles, c'est de faire l'inventaire des systèmes d'IA, soit que vous développez, soit que vous faites développer, soit que vous utilisez, d'analyser ces systèmes d'IA pour voir un petit peu quel serait justement leur mode de fonctionnement, les qualifier, se dire bah, est-ce que c'est un système d'IA à usage général, est-ce que c'est un modèle d'IA, est-ce que c'est un système d'IA qui pourrait être considéré à haut risque. Donc cette analyse, elle va être chronophage. Et troisième point, c'est évidemment d'analyser votre qualité juridique en tant qu'opérateur. Est-ce que vous êtes un utilisateur, un déployeur, un distributeur, un fournisseur? Donc ça, vous l'avez compris, c'est très important. Identifier les obligations qui s'appliquent sur la base de ces trois premières étapes. Mesurer les écarts de conformité, je pense que vous commencez à être bien habitué à ça. Définir un plan d'action priorisé qui tienne compte du calendrier qu'on vient de citer et déployer les étapes en fonction de ce calendrier, notifier s'il y a besoin auprès des autorités compétentes et évidemment réévaluer périodiquement puisqu'on peut changer de qualité, on peut avoir, du fait de la journalisation et de l'enregistrement des événements, des qualifications qui vont s'appliquer, on peut avoir des notifications d'incidents graves aussi sur lesquels je ne suis pas revenue, mais en tout cas, il faut absolument suivre les systèmes d'IA en permanence une fois qu'elles ont été mises sur le marché ou mises en service. Voilà pour cette présentation. J'ai l'impression que j'ai parlé de plus en plus vite, mais vous avez peut-être des questions sur tout ce qu'on vient de se dire. Merci Anne-Sophie déjà, donc on peut départager l'écran. Merci aussi parce que c'est vrai que c'était un temps qui était difficile à tenir et comme on l'a dit dans le chat, le sujet est dense, vos questions étaient nombreuses sur le module questions-réponses, on va y répondre rapidement. Et on vous a proposé également, on sait que certaines personnes doivent partir, mais donc voilà, sachez qu'en tout cas, vous aurez le replay, vous aurez le document et puis voilà, vous avez également une formation qui sera animée par Anne-Sophie très prochainement, donc les 28 et 29 novembre, dédiée justement à ce que vous venez de dire, mais en prenant plus le temps. Voilà. Oui, Donc, c'est on ça. va, si vous voulez bien, quand même regarder quelques petites questions. Anne-Sophie, vous pouvez éventuellement enlever le partage, comme ça sera plus agréable. Ouais. Et donc, on va reprendre les quelques questions qui ont été posées dans le module questions-réponses. Donc, il y avait une première question que vous avez évoquée à un moment donné, l'usage général. Hein. Donc, qu'entendons-nous par usage général? S'il n'y a aucune différence entre usage interne versus usage vers l'externe, qu'est-ce qui ne serait pas un usage général? Si on veut reprendre, vous savez, quand vous avez parlé des usages généraux. Qu'est-ce qui ne serait pas un usage général? Bah, c'est lorsque... Alors, je vais essayer de vous donner des exemples sans dévoiler des dossiers confidentiels, ça c'est toujours mon problème. Euh, c'est lorsqu'en fait on va avoir... Et Mathias, tu auras peut-être aussi un éclairage précieux là-dessus. Moi, j'imagine ça quand on va avoir un système d'IA qui va être dédié à des tâches. Alors, si je prends l'exemple un peu bateau, j'ai ChatGPT qui peut faire des recettes, des séances de sport, répondre à mes questions juridiques de manière plus ou moins pertinente. Et ensuite, je vais avoir un modèle d'IA, un système d'IA qui va intégrer ChatGPT, mais qui va l'entraîner, qui va lui fournir des données pour le limiter à un secteur d'activité. Type, je veux que tu ne répondes que sur des questions juridiques. Et voilà les données, les sources dont j'ai besoin pour que tu répondes à ces questions. Donc, on a un multitâche, un couteau suisse qui devient extrêmement réduit et donc, on n'est plus sur un modèle d'IA à usage général. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Techniquement, ça peut correspondre aussi on fait du fine-tuning, par exemple, de modèles en disant bah, j'ai des modèles qui sont capables de classifier les images de façon très générale. Mais finalement, moi, j'ai envie de classifier des images médicales d'un type très spécifique, par exemple. Alors, je suis toujours dans le domaine de la santé, mais ça, c'est vrai que ça revient souvent. On se dit, ben, une des techniques qui est souvent utilisée, c'est le transfer learning, où en gros, vous partez d'un modèle qui est capable de classifier des images générales. Euh, Vous jetez les poids des dernières couches et vous allez réentraîner seulement une partie du modèle. Ça vous permet de avoir au final un modèle qui est relativement performant, qui peut être entraîné sur peu d'images
et avec un entraînement qui est relativement rapide et pour cibler vraiment une application spécifique. Ça peut être un des cas. Il y a d'autres techniques de fine-tuning, des choses qu'on voit apparaître, c'est de la distillation aussi pour avoir des modèles plus petits, avoir des modèles qui sont plus petits mais qui se comportent comme des gros pour faciliter, on va dire, enfin, alléger, on va dire, le calcul. On retrouve aussi des modèles de type du fine-tuning type des LoRa, c'est Low Rank Adaptation qu'on a vu apparaître. C'était un papier de Microsoft en 2021, par exemple, qui permettent aussi d'appliquer à des choses assez spécifiques. Là-dessus, on peut se poser la question, par exemple, sur distillation, Anne-Sophie, en disant, j'ai un petit modèle, je lui montre comment se comporte le gros modèle. Alors, moi, je n'ai pas entraîné le gros modèle, je suis simplement utilisateur de ce gros modèle. Pour moi, c'est une boîte noire. Et je lui donne des entrées, je regarde comment le gros modèle se comporte, et avec ça, Mhm. je vais apprendre mon petit modèle. Finalement, admettons qu'il soit par exemple à haut risque, ce petit modèle, enfin, je vais pas pouvoir raconter toute l'histoire de comment j'ai fait l'entraînement, par exemple. Enfin, je peux raconter comment ça se passe pour mon petit modèle, mais je pourrais pas expliquer comment ça se passe pour le gros modèle. Du coup, il y a sans doute des questions là aussi qui se posent sur comment est-ce que je remplis mes obligations, quoi. Ouais, complètement. Mhm. Alors, on a eu aussi pas mal de questions et je pense que ce que je vous propose aussi, Mathias et Anne-Sophie, c'est on y répondra peut-être, on complétera le Oui. diaporama, mais parce que c'est des questions très, très techniques, notamment sur les aspects relatifs aux fournisseurs dont vous avez parlé à un moment donné. Mhm. Mais je pense qu'on pourrait conclure aussi ce webinaire sur une des questions qui a été posée assez rapidement au tout début du webinaire sur quels critères pouvons-nous démontrer qu'un modèle d'IA est éthique? Et c'est vrai que c'est une question qui est intéressante, une question d'ouverture sur laquelle ce que je vous propose, c'est qu'on puisse conclure dessus. En quoi on peut démontrer qu'un modèle d'IA est éthique? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'on est beaucoup à se la poser, pour être assez sincère. J'ai pas de réponse universelle à vous donner. Il existe des référentiels, notamment dans certains secteurs d'activité, où on essaye de définir des règles éthiques. Je sais aussi que l'Union européenne a signé le 5 décembre dernier, le 5 septembre, pardon, dernier, on n'est pas encore en décembre, le 5 septembre dernier, a signé la Convention cadre sur l'intelligence artificielle du Conseil de l'Europe, donc plus large que l'Union européenne. Et dedans, on a aussi des référentiels d'éthique. Donc, il n'y a pas une liste définitive de ce qui est une IA éthique ou pas. Néanmoins, il y a des référentiels, notamment sectoriels ou plus généraux, qui peuvent servir, qui peuvent être utiles. Et techniquement, il y a des procédés, on appelle ça l'alignement. L'alignement, c'est quoi? C'est lorsque vous entraînez un modèle, par exemple, très large, type ChatGPT, il est entraîné sur tout Internet. Et les gens sur Internet ne se comportent pas forcément toujours très bien. Donc, le modèle de base ne se comporte pas non plus toujours de façon optimale. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des techniques d'alignement, c'est-à-dire vous allez aligner votre modèle avec la manière dont vous voulez qu'il se comporte. Et donc, c'est aussi dans ces moments-là que vous allez en quelque sorte distiller l'éthique dans ces procédés d'alignement, quoi. En tout cas, voilà, donc merci. Alors, il est temps maintenant de conclure. On a débordé un petit peu le quart d'heure latin, on va dire. Mais et il est vrai que dans le fil et dans le chat, beaucoup d'entre vous nous disent que c'est un vaste sujet et qu'en 1 heure, c'était une vraie gageure que de le couvrir. Et là, il est vraiment temps de vous remercier, Mathias et Anne-Sophie, pour avoir relevé ce défi, parce que vraiment, 60 minutes chrono, au-delà d'être le nom d'une série télévisée, c'était quand même un vrai défi pour vous et vous l'avez relevé. Mais comme on l'a dit aussi, c'est un sujet qui est aujourd'hui vraiment dense, technique, assez pointu. Et donc, c'était notre ambition, en tout cas aujourd'hui, c'était de poser déjà les premières lignes. Donc vraiment, merci à vous, Anne-Sophie et Mathias, pour avoir animé ce webinaire sur l'IA Act. Merci aussi à tous les participants pour être restés jusqu'au bout et pour avoir écouté attentivement tout cela. Encore une fois, dès demain, tous les participants, vous recevrez donc le replay, la documentation. Euh, et puis, effectivement, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à regarder, à jeter un œil sur la prochaine formation qui sera animée par Anne-Sophie, précisément sur le décryptage et la mise en conformité de l'IA Act. Donc, encore une fois, grand merci à tous. Très, très bonne soirée et au plaisir de se retrouver bientôt.